Moi, je suis devenu français pour marcher dans les pas des grands penseurs libertaires français. En effet, à partir du mois de mai 2021, j'ai été l'objet de persécutions administratives, politiques, directement instrumentalisées par le pouvoir politique français, par le président Macron et son équipe. Ce livre établit une vérité essentielle pour notre temps. L'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses. On a élaboré un plan, un stratagème pour salir l'islam. Le franc CFA est une monnaie qui a été faite pour empêcher les pays africains de se développer. Il faut supprimer le franc CFA. Ça, c'est scientifiquement établi. Issa Tiroma, il était ministre depuis 25 ans. Et il était le porte-parole pendant pratiquement 15 ans de M. Biya pour abrutir les Camerounais. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas eu élection le 12 octobre. Franklin Nyamsi est une voix singulière dans le paysage intellectuel africain contemporain, agrégé de philosophie, enseignant en France, écrivain, essayiste et militant panafricaniste. Il s'est imposé comme l'un des intellectuels les plus médiatisés et les plus controversés de sa génération. Né au Cameroun, Nyamsi revendique un engagement sans compromis pour la souveraineté africaine et la dénonciation de ce qu'il appelle l'impérialisme, terrorisme, concept central de son récent ouvrage du même nom publié en 2024. Alors, il est fondateur et président de l'Institut des libertés basé à Bamako. Il plaide pour une refondation intellectuelle, politique et culturelle du continent africain, tout en continuant à enseigner et à écrire. Dans cet entretien, il revient sur son parcours, ses combats, les polémiques qui l'entourent, sa vision du panafricanisme ainsi que son regard critique sur la situation politique au Cameroun après le récent scrutin présidentiel. Alors bonjour Monsieur Nyamsi et merci de nous accorder cette interview. Bonjour Madame, très heureux d'être ici. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs de Russia Today Africa et je salue la Russie, le grand peuple russe dont je découvre eh bien, toute la profondeur à l'occasion de ce séjour d'imprégnation culturelle et à l'invitation de votre grande chaîne. Alors justement, je le disais déjà, professeur Nyamsi, vous êtes né et avez grandi au Cameroun avant d'obtenir l'agrégation de philosophie en France. Comment votre enfance au Cameroun et votre formation philosophique en France ont-elles nourri votre vision du monde et votre engagement intellectuel? En fait, ce qu'il y a de surprenant avec moi, c'est que j'ai fait une bonne partie de mes études d'abord en Afrique. Au Cameroun, mon pays natal, jusqu'à une année de licence, en 1993, j'ai une licence de l'Université de Yaoundé en philosophie, option économie, spécialisation histoire de la philosophie. Puis par la suite, je suis un produit de l'Université de Côte d'Ivoire. J'étudie en Côte d'Ivoire, je vais vivre pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Et je suis titulaire d'une maîtrise d'enseignement et d'un diplôme d'études approfondies de philosophie de l'Université d'Abidjan-Cocody, de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, la troisième académie qui me forme, c'est l'Académie de la France, à partir de 2000, où, là, je vais faire une thèse de philosophie, d'autres diplômes intermédiaires dont je ne vous parlerai pas ici, ils ne sont pas le plus important de cet entretien, et je vais passer le concours de l'agrégation de philosophie, qui est le plus redoutable concours eh bien, pour des postes de professeur de philosophie en France. À partir de 2003, je vais enseigner la philosophie en France, mais je l'avais enseigné, en fait, au Cameroun, mon pays natal, pendant 3 ans, et en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Donc je suis le fruit des universités camerounaises, ivoiriennes et françaises, mais je suis d'abord Nyamsi Ouar Cameroun, je suis un fils du Cameroun. Je suis né à Sakbayémé, c'est près de Douala, et pas très loin d'Edea, dans l'arrondissement de Pouma, dans le cœur du bastion de la résistance du peuple camerounais contre le colonialisme. Colonialisme britannique, colonialisme allemand, colonialisme français ont été hautement affrontés dans le terroir où je suis né. Je suis né dans un lieu où toute cette mémoire était encore vivante, et elle est encore vivante. Mes parents, mes oncles, mes grands-parents, ceux que j'ai pu connaître, me racontaient l'histoire de cette résistance du peuple camerounais, mais un peuple de tous les groupes ethniques, un peuple de toutes les origines, contre la domination, résistance qui s'est cristallisée dans le mouvement de l'union des populations du Cameroun
de Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Ouandié, entre 1948 et 1971 notamment. Donc je suis né dans cette terre-là de résistance, terre d'insurrection morale, une terre où l'intelligence, la contre-intelligence et le courage sont les modèles qui sont proposés, tout comme l'école, le savoir, la connaissance. Alors comment j'articule ma camerounité, donc mon africanité, et avec cette insertion dans la civilisation occidentale à travers la France. À un moment donné de ma vie, j'ai choisi de devenir citoyen français parce que je voulais marcher sur les pas de quelques grands penseurs, justement, de la France, comme Sartre, hein, comme Camus, des penseurs qui s'étaient illustrés par la capacité d'incarner la révolte, la colère, mais également la vision de liberté, d'émancipation de leur temps. Moi, je suis devenu français pour marcher dans les pas des grands penseurs libertaires français. Dans mon pays natal, le Cameroun, c'est la dictature d'Ahidjo, ensuite celle de Paul Biya. Et par la suite, eh bien... Je pense qu'on aura l'occasion de revenir justement. On reviendra sur ce qui se passe au Cameroun. Ouais. Et donc, en résistant à cette dictature comme étudiant, j'étais membre de base du Parlement des étudiants camerounais, je me rends compte que j'aurais besoin à la fois du support intellectuel, la capacité de comprendre, d'expliquer, de faire comprendre, mais également que j'aurais besoin de la stabilité matérielle et sociale. Donc ma vie a toujours été un arbitrage entre ce qui est nécessaire pour que je sois autonome, que je m'occupe dignement de moi-même et de ce que la vie m'a confié. J'ai fondé une famille, je suis père de 4 enfants, époux et père de 4 enfants. Mais de l'autre côté, il fallait que je participe à ce qu'il y a de grand dans mon pays, dans mon siècle. Et c'est comme ça que j'ai épousé la cause de l'émancipation totale de l'Afrique, c'est-à-dire la véritable décolonisation. Donc en fait, on peut dire que la vie de citoyen africain, citoyen français, la vie d'intellectuel, d'abord étudiant, par la suite professeur, écrivain, politique engagé, conseiller politique, cette vie-là, elle a une unité fondamentale, c'est la soif de mettre la connaissance au service de la liberté et au service de l'amour. Et justement, encore une fois, vous militez, vous enseignez, vous écrivez et vous voyagez beaucoup aussi. Comment conciliez-vous ces différentes facettes de votre vie et quelle est votre méthode pour garder la cohérence entre l'homme public et le penseur que vous êtes? Alors, très tôt dans ma vie, je me suis posé la question de savoir à quoi ça servait de vivre. Ben, nous vivons tous à la base, sans l'avoir choisi. Nous recevons la vie comme un accident, une contingence. Les plantes vivent, tous les autres animaux vivent, l'homme aussi vit. Et moi, ma question, c'était, toi, pourquoi vis-tu? Vers ma 11e année, certains événements de ma vie privée m'ont amené à penser que je vivais pour apprendre, je vivais pour comprendre, je vivais pour aimer et pour agir, de telle façon que ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, que cela se réalise. Et donc, en fait, l'unité de ma personnalité est dans cette spiritualité de base. J'apprends toujours, je cherche toujours à comprendre. Une fois que j'ai compris, je choisis et je m'engage à agir. Et j'agis toujours pour rendre possible une civilisation humaine beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus aimante. Alors, on me connaît sous plusieurs casquettes, l'écrivain de nouvelles littéraires, de pièces de théâtre, l'écrivain d'essais philosophiques, d'essais politiques, le conférencier qui se balade sur tous les continents, l'animateur de conférences sur les réseaux sociaux, près de 500 000 abonnés sur YouTube, près d'1 million au total sur Facebook, plus de 100 000 sur TikTok. On me connaît sous toutes ces casquettes-là, mais je ne suis en fait que le même homme, animé par la même soif, de vivre une vie qui aura eu du sens parce qu'il aura toujours appris, qu'il se sera efforcé de comprendre, qu'il aura aimé et qu'il aura agi. Alors, vous avez tout récemment, en 2025, cette année même, démissionné de vos fonctions de professeur ou d'enseignant en France. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre une telle décision? Oui, le 1er septembre 2025, j'ai rendu ma démission de mon poste de professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français, poste que j'assurais depuis 2003, date de ma réception au concours de l'agrégation de philosophie dans l'Académie de Poitiers. En effet, à partir du mois de mai 2021, j'ai été l'objet de persécutions administratives, politiques, directement instrumentalisées par le pouvoir politique français, par le président Macron et son équipe, qui sont partis d'une analyse dans ce qu'ils ont appelé leur guerre informationnelle
contre les panafricanistes. Ils sont partis d'une analyse. La perte d'influence de la France en Afrique serait due essentiellement à l'action de personnes qui, à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des images, critiquent la politique de la France en Afrique. À partir de cette analyse superficielle de la chute de l'influence de la France en Afrique, ils ont fait une liste de gens qui devaient payer pour avoir provoqué la dégringolade de l'ancienne puissance négrière, coloniale et néocoloniale et impérialiste. J'ai eu le malheur d'être dans cette liste. À partir de cet instant, alors même que sous les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, avant le président Macron, j'écrivais des livres, j'en ai écrit plus d'une quarantaine, critiquant la politique africaine de la France, on me convoque au secrétariat général du rectorat de l'Académie de Rouen pour me dire, Paris nous a appelés pour vous dire, monsieur Niamsi, on ne vous reproche rien dans votre travail de professeur. Vos états de service sont excellents. Mais Paris nous appelle pour dire que vous devez cesser vos critiques de la politique africaine de la France. Parce qu'on estime que c'est incompatible avec vos fonctions de professeur de l'enseignement public. Or, en France, il est de notoriété que des tas de professeurs s'expriment dans toutes sortes de médias. Mais sous M. Macron, quand on est professeur et qu'on s'exprime, on doit soutenir la politique du gouvernement. Sans quoi, alors, c'est la baguette qui tombe, c'est la matraque qui tombe. Les bras m'en tombaient, car par la suite, il y a une série de persécutions que je vais subir. On me convoque par 3 fois en conseil de discipline, on me fait des suspensions de salaire, bien que les conseils de discipline n'aient pas voté contre moi. Parce que les conseils de discipline académiques sont paritaires. Il y a les représentants de l'administration et les représentants des corps des professeurs. Et s'il y a une sanction, celle-ci doit être l'objet d'un vote. Et c'est à la majorité que la sanction est votée. À tous les conseils de discipline où M. Macron, à travers l'administration de l'Académie de Rouen, m'a fait traîner, il n'a pas pu obtenir la majorité. Les collègues rassemblés ont voté contre la sanction à partir d'un simple constat. Mais M. Niamsi ne fait pas profession de ses idées politiques quand il enseigne la philo. Il ne le fait pas dans les classes, on ne lui reproche rien dans son travail. Vous lui reprochez ce qu'il publie sur Facebook, ce qu'il publie sur Twitter, X ou sur YouTube ou sur TikTok, mais ça, c'est le tribunal correctionnel qui peut en aviser. Ce n'est pas vous, en tant que président de la République, qui avez à dire aux professeurs les opinions politiques qu'ils ont à avoir. Alors, par la suite, je vais avoir des suspensions de comptes, tous mes comptes bancaires fermés sans motif. Je me retrouve avec une solde de fonctionnaires qui est versée, mais pas de compte pour la recevoir. Ça pendant 3 mois. Je vais avoir des suspensions de salaire. On me prive pendant 3 mois de salaire. Je vais avoir par la suite, et ça continue, des harcèlements aux aéroports. Quand j'entre en France et quand je sors de France, j'ai toujours des gardes à vue qui vont de 15 à 30 minutes. Là, en venant en Russie, cette fois-ci, j'ai fait l'objet d'une rétention inexpliquée de mon passeport et de mes cartes d'embarquement pendant 30 minutes par des agents de police qui recevaient des ordres d'une personne invisible qu'ils écoutaient au téléphone. Et c'est comme ça depuis 5 ans. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont augmenté arbitrairement mes impôts. Je suis passé d'impôts que je payais à 6 ou 7 000 euros pour l'impôt sur le revenu, avec des revenus stables. Je suis passé de ça au triple. Ils ont augmenté de presque 150% mes impôts. Et parce qu'avec mes avocats, nous résistons à chaque fois. Il y a un collectif formidable d'avocats mobilisés autour de Maître Ndjifouta Owochawa Aboubekr et d'une dizaine d'avocats venus de partout. Nous avons fait toutes les procédures qu'il faut. Et là, on demande à savoir pourquoi je suis augmenté de 3 fois plus d'impôts que d'habitude. La réponse ne vient pas, la réponse viendra par un prélèvement à la source de mon salaire de 60%. C'est-à-dire que, comme je refuse de payer un impôt injustifié, M. Macron fait saisir mon salaire pendant que j'enseigne plein pot. Et ça, du mois de février au mois de septembre 2025. Alors, dans ces conditions, travailler pour ne pas avoir le salaire qu'on mérite, travailler pour être harcelé dans son travail pour des raisons extra-professionnelles devenait impossible pour moi. J'ai compris que M. Macron me demandait de choisir entre le poste de professeur de philosophie de l'enseignement public en France et ma conscience. J'ai choisi ma conscience. Et je pense pouvoir montrer, et je le montrerai, qu'un Africain, qui plus est un intellectuel, un philosophe, a vocation à vivre conformément à sa conscience et à s'organiser pour satisfaire ses besoins sociaux, économiques, ses besoins culturels, ses besoins professionnels, sans renoncer
à sa liberté de penser. C'est Alors, ce choix que j'ai fait. C'est un choix difficile, mais c'était un choix nécessaire. Et il permet aussi à beaucoup d'autres Africains et d'Africaines qui sont devenus des citoyens européens, américains, je ne sais pas, citoyens de tous les pays étrangers, de comprendre que nous n'avons pas à vendre notre âme parce qu'on nous a accordé de devenir des nationaux d'un pays d'adoption ou d'exercer notre fonction dans ce pays. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des consciences, nous sommes des personnes. Et le continent dont nous venons est le plus riche du monde. Il n'y a aucune raison qu'on nous piétine. mais est-ce que vous estimez encore aujourd'hui que la France est un lieu sûr pour vous, étant donné la répression de toutes les voix dissidentes et de tous les panafricanistes en France, notamment Nathalie Yamb, Kémy Séba, Nathalie Yamb qui avait littéralement interdit... Elle est interdite de toute l'Union européenne. Voilà, ouais. Effectivement. Est-ce que c'est un lieu sûr? Mais la réponse est toute simple, Mariam. Est-ce qu'il y a un lieu sûr sur la Terre? Le World Trade Center, c'est un lieu sûr, non? Moscou, la ville où nous sommes, a connu des attentats terroristes, non? Paris, le Bataclan, 13 novembre 2015, il n'y a pas eu d'attentat terroriste? Mais par ailleurs, pour ceux qui résistent contre les pouvoirs, mais combien d'Africains, combien de résistants africains ont trouvé la mort, justement, en Afrique et combien ont trouvé la mort en Europe? Moi, je pense qu'il n'y a pas de lieu sûr pour celui qui résiste. Il n'y a pas de lieu sûr. Il n'y a pas de confort dans la résistance. Il n'y a pas un endroit où on peut se cacher en disant « en résistant ici, il ne peut rien m'arriver ». Moi, j'ai réglé cette question-là, la question de la peur pour ma vie ou pour la vie des miens. Je la résous sur le plan du destin et de la spiritualité. Nous mourrons le jour où il faut que nous soyons morts. Et peu importe la manière dont nous avons vécu, il y a un jour où il faut que nous soyons morts. Ça ne veut pas dire qu'on doit être imprudent, mais moi je dis qu'il y a des millions d'Africains qui vivent dans les diasporas. Si chaque fois que nous sommes l'objet de persécutions, nous battons en retraite, nous qui pourtant portons la parole de ces opinions, de ces communautés africaines, quel est le message que nous envoyons? Si moi, je dois trembler parce que M. Macron me persécute, ces millions d'Africains de France, dont certains sont devenus des Français, ils vont devenir esclaves si je me soumets. Si je fuis, par exemple. Si je prends mes jambes à mon cou, après avoir été celui qui dit « faisons-nous respecter », en France comme partout ailleurs, en défendant l'idéologie panafricaine. Nous n'avons pas à raser les murs du monde. Les Africains viennent de la première civilisation de l'humanité. L'humanité, la Terre a été peuplée à partir de l'Afrique. Nous n'avons pas à raser les murs, à baisser les yeux. Nous avons à être fiers de ceux de nos ancêtres les plus glorieux, de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait respecter les Africains partout sur la Terre. Donc pour moi, la question de la sécurité, elle se pose partout. Elle se pose ici, elle se pose en Afrique, elle se pose en France. Et mon destin personnel à moi, je crois qu'il dépend de 3 facteurs. Moi-même, ceux qui m'entourent, vous, moi, n'importe qui, les États, les communautés, les hommes. Mais le plus grand de tous, celui qui m'a créé. J'ai une foi, non pas une foi irrationnelle, j'ai une foi rationnelle. Je suis convaincu, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Moi, je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe. Et que par conséquent, quand il faudra que je ne sois plus là, je ne serai plus là, je serai ailleurs. Alors parlons à présent de vos ouvrages. Vous avez publié à la fois des essais politiques, des œuvres littéraires et même philosophiques. Vous avez plus de 40 ouvrages à votre actif. Quel est celui qui vous a le plus marqué, celui que vous préférez, ou alors celui qui a eu plus de succès? Alors, il y a une phrase de Heidegger que j'aime beaucoup qui dit que la célébrité n'est que la somme des malentendus qui se forment autour d'un nom. Et c'est vrai de ceux qui écrivent, que quand on leur demande, plusieurs années après qu'ils aient écrit, qu'ils aient produit des livres, lequel est le meilleur, ils ont tendance à aller vers l'ouvrage qui les a le plus fait connaître, l'ouvrage que le public a le plus apprécié. Moi, je n'ai pas ce penchant. Je ne crois pas que le best-seller soit nécessairement le meilleur livre d'un écrivain. Pour moi, le meilleur livre d'un écrivain, c'est toujours une idée centrale, une intuition forte qui gouverne sa pensée et sa conscience. Et il essaie de l'exprimer à travers tout ce qu'il dit. En fait, on peut dire que tous les penseurs disent une seule et même chose, mais comme ils ne parviennent pas à l'exprimer correctement, ils la disent de plusieurs façons. Ils écrivent plusieurs livres, ils publient des œuvres, ils font des rencontres pour dire plusieurs choses. Donc pour moi, je serais plutôt flatté qu'on s'intéresse à mon œuvre et que l'on cherche ce que cet homme-là veut dire, ce qu'il a voulu dire en tant que tel. Maintenant, que chacun apprécie une œuvre davantage qu'une autre, tant mieux. Je suis moi aussi parfois fasciné par le fait que certaines de mes œuvres intéressent plus les lecteurs, les lectrices que les autres. Mais je les aime toutes, parce qu'elles sont toutes
à la fois mes forces et mes faiblesses. D'accord. Réponse très politisée. Hein. Alors, certains de vos détracteurs vous reprochent en ton tranchant, parfois provocateur. Considérez-vous cela comme un style nécessaire pour éveiller les consciences des jeunesses africaines ou alors une simple conséquence de votre personnalité? Alors, moi, je me bats pour 4 grandes causes que j'ai souvent énoncées très clairement. Il faut que toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes qui occupent le sol africain partent. Il faut que les puissances étrangères arrêtent de nous imposer des dirigeants que nous n'avons pas choisis librement, nous, Africains. Il faut qu'on arrête de nous imposer des unités monétaires, des conditions économiques de spoliation. C'est le cas de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Il faut qu'on arrête de nous dire que nous, Africains, ne pouvons pas bâtir nos institutions sur notre propre civilisation, sur nos propres traditions. Donc le chantage à la démocratie, la propagande démocratique, droits de l'homiste, bonne gouvernementaliste, etc. Il faut qu'on arrête de penser que nous, Africains, ne sommes pas capables de produire, et nous produisons nous-mêmes, à partir de notre expérience, des institutions qui conduisent à un état de droit africain. Voilà les causes pour lesquelles je me bats. Alors, ceux qui me détestent sont des gens qui sont opposés à ces causes. Ils veulent que l'Afrique reste sous occupation militaire étrangère. Ils veulent que le franc CFA continue de survivre. Ils veulent que des puissances étrangères continuent à choisir les dirigeants africains. Enfin, ils veulent que les Africains continuent à s'exprimer essentiellement en français, en anglais, bref, dans les langues étrangères à l'Afrique, et que les Africains ne s'inspirent pas de leur propre tradition pour créer des institutions. Voilà les ennemis que j'ai, je les mérite. Mais il faut souligner une chose, Mariam. Tous ceux qui sont opposés à ces 4 causes, qui sont mon engagement dans le siècle, sont des gens qui sont en réalité du côté de ceux qui administrent la malmort à des millions d'Africains chaque année, et cela depuis des siècles. C'est une question de vie ou de mort. Pour les Africains, en Afrique et dans les diasporas, la libération concrète de l'Afrique. Donc vous pouvez comprendre que quand on a à affronter des gens qui ont le mépris de votre vie, le mépris de la vie de millions, de centaines de millions, voire de milliards d'Africains, on soit obligé d'utiliser non pas simplement le langage de l'olivier et de la colombe, mais celui de la plume et même parfois celui de l'épée. Les dirigeants ouest-africains qui combattent le terrorisme ne peuvent pas caresser les terroristes. C'est dommage, hein. On ne peut pas caresser un terroriste. C'est quelqu'un qui vient vous tuer. Donc vous devez avoir un système de défense pour l'éliminer avant qu'il vous élimine. Mais sur le terrain de la pensée, et on en parlera, on a des terroristes de la pensée. J'ai élaboré, lors de ma conférence récente au Burkina Faso, où j'étais invité aux universités africaines de la communication de Ouagadougou, j'en étais l'invité spécial, j'ai élaboré le concept de terrojournalisme. C'est quoi le terrojournalisme? C'est la production d'artefacts audiovisuels, écrits, qui semblent être de l'information et même de la communication, mais qui ont pour but d'entretenir des peuples entiers du monde dans la peur, afin d'imposer à leurs dirigeants et à leur gouvernement le pillage permanent de leurs ressources stratégiques. Les terrojournalistes, on les trouve à foison sur France 24, sur TV5, dans Jeune Afrique, etc. J'analyse tout cela. Mais alors, ces gens-là, vous vous rendez compte, ils sont co-responsables de tragédies humaines. Quand vous avez donc à porter la parole de ceux qui subissent les conséquences de cette pensée néocolonialiste, impérialiste, dictatoriale, de cette pensée raciste contre les Africains, mais il vous faut avoir de la pêche. Hein, et il vaut mieux que vous soyez en bonne santé. Parce qu'ils ne vous feront pas de cadeaux et vous n'avez aucune raison de leur en faire. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à la vie, à la mort, entre l'Afrique et ses ennemis. Alors, on me reproche d'être tranchant, bien souvent quand on se trouve du côté des ennemis de mon peuple, des ennemis de ma communauté, de ceux qui veulent que les Africains soient des subalternes éternels. Pour tous les autres, ceux qui partagent avec moi cet idéal de fraternité, de solidarité, de vérité et de justice, je crois que je suis l'un des hommes les plus doux que l'on puisse connaître. D'accord. Vous évoquiez déjà votre passage à Ouagadougou. Vous avez notamment fait connaître votre livre « L'impérial terrorisme ». Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on parle maintenant. Ça a fait déjà grand bruit malgré le fait que vous ayez publié Il y a eu plus de 40 000 ventes déjà en cette année. Est-ce que vous pensez que ce sera votre prochain best-seller? Alors, en tout cas, c'est pour le moment mon best-seller. C'est mon livre le plus vendu. J'ai jamais vendu 40 000 exemplaires d'un seul de mes livres avant celui-ci. Ce livre établit une vérité essentielle pour notre temps. L'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses. On a élaboré un plan, un stratagème pour salir l'islam
pour cacher derrière la religion islamique un plan de recolonisation impérialiste de l'Afrique. On a créé dans les années 80 Al-Qaïda. C'était pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Ce sont les services américains qui ont créé Al-Qaïda. C'est scientifiquement documenté. On a créé dans les années 2000 l'État islamique. Et l'actuel président américain, Donald Trump, nous dit c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. D'autant plus qu'on a établi, et maintenant ça ce sont les documents américains déclassifiés, on a établi des financements directs d'institutions comme l'USAID américaine aux organisations terroristes. De nombreux sénateurs l'ont reconnu et l'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard, a publiquement témoigné devant le Sénat sa honte de voir son pays collaborer avec ceux-là même qui ont tué des soldats américains et qui déstabilisent le Moyen-Orient depuis plusieurs années, déstabilisent l'Afrique, qui ont saccagé la Libye, déstabilisé le Sahel. Donc ce livre a été consacré à rassembler les preuves occidentales de l'implication directe de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique à travers des organisations apparemment religieuses cachées derrière le concept de djihadisme, mais qui sont en réalité des organisations de mercenaires dont le but est très simple. Il faut terroriser les Africains pour imposer aux Africains d'accepter des conditions de prédation, de spoliation de leurs matières premières stratégiques. Pour leur prendre l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium, il faut maintenir les Africains en état de guerre. Et en leur proposant de l'aide dans la lutte antiterroriste, on en profite pour les réoccuper militairement. On en profite pour imposer des petits valets de l'impérialisme et du néocolonialisme dans les palais présidentiels. Et on en profite pour remettre les multinationales occidentales et moyen-orientales sur tout le continent et ainsi s'assurer que les matières premières stratégiques dont ce continent regorge vont alimenter ad vitam aeternam l'économie du Grand Nord. Et donc, dans le livre, je n'ai rassemblé que des preuves américaines officielles, des preuves européennes officielles, des preuves françaises officielles. L'avantage du livre, c'est que j'y applique la méthode de l'art de manger mon piment dans la bouche de l'ennemi. C'est un proverbe africain qui dit que quand on veut confondre l'ennemi, il faut manger son piment dans sa bouche. Métaphoriquement, ça veut dire qu'il faut lui faire dire lui-même ce qu'il accuse. Et en effet, ce sont les documents officiels américains, déclassifiés par l'administration de Trump, à travers d'ailleurs Mme Tulsi Gabbard et le milliardaire détenteur de X Twitter, Elon Musk. Ce sont ces documents qui sont cités. Ce sont les documents de France 24, reconnaissant que la France est le premier financier par la méthode des rançons des djihadistes au Sahel. Ce sont les documents de l'Union européenne documentant la naissance d'Al-Qaïda et de l'État islamique, les documents officiels américains. Ce sont les documents de Wikileaks, le fameux scandale avec Julian Assange, où on retrouve les mails de Mme Hillary Clinton avec son conseiller Sidney Blumenthal, qui explique qu'il faut tuer Kadhafi, il faut détruire la Libye parce que Kadhafi risque de détrôner le dollar, détrôner l'euro et détrôner le franc CFA. On retrouve les conversations directes entre Lavrov et Fabius en 2013, où Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, fait remarquer à Fabius « Mais écoutez, vous nous demandez de ne pas faire veto à votre intervention, on est en 2013 au Mali, mais vous vous préparez à combattre, mon cher Laurent Fabius, ici au Mali, les terroristes que vous avez armés là-bas en Libye. » Et la réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. On retrouve toutes ces preuves qui mettent à bas le narratif d'un soi-disant djihadisme, d'une soi-disant guerre religieuse, de musulmans qui voudraient forcer des populations musulmanes. Davantage de division en Afrique. Hein. Mais écoutez, on prétend qu'on veut islamiser des musulmans. Le Mali, c'est 80% de musulmans. Le Sahel, c'est 80% de musulmans. Et ce sont les musulmans qui sont attaqués par ces terroristes qui prétendent vouloir leur imposer l'islam. Il y a un petit problème. Je suis déjà musulman, tu me tues pour que je sois ce que j'étais. En fait, c'est un faux narratif, ça ne marche pas. Et le livre, c'est vraiment la démystification totale de ce narratif, Marianne. Et ce livre mérite d'être lu parce qu'il dédouane non seulement la belle religion musulmane que les Africains connaissent et qui se pratique dans la paix aux côtés du christianisme et de notre culte traditionnel, qui est plus ancien d'ailleurs que ces religions. Eh bien, le livre permet également de responsabiliser les gouvernements occidentaux dans l'expansion du terrorisme et de déniaiser les opinions
qui étaient dans le narratif djihadisme, fanatisme religieux. Ça n'a rien à voir, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des musulmans qui tuent en Afrique, ce sont des mercenaires des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Le livre en est la preuve absolue. Aucun procès en diffamation depuis qu'il est sorti au mois de février, parce que le livre est en réalité bétonné, il est implacable. Alors, c'est une contribution qui a pour but d'appeler les gouvernements africains à prendre leurs responsabilités, à revoir les relations diplomatiques en fonction de ces faits, appeler les juges africains à condamner les organisations terroristes, les auteurs et les États qui parrainent ces organisations. Et je salue la naissance de la Cour internationale pénale du Sahel, qui va juger de ces affaires. C'est aussi une manière de nous rendre responsables de créer des armées, des unions, des confédérations fortes pour protéger notre continent et ainsi assurer notre puissance. Alors, Monsieur Niamsi, vous avez parlé du terreau-journalisme en Afrique et vous parlez aussi d'un récit médiatique qui déforme la réalité africaine. Comment changer cette narration, notamment depuis les médias africains eux-mêmes? Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est toujours de s'assurer de qui finance un média. Vous savez, celui qui finance un média, c'est lui qui dicte ce que le média doit faire. Donc il faut commencer par autonomiser financièrement les médias africains. Il faut que ces médias soient soit des médias d'État, donc financés sur les fonds publics, soit qu'ils soient des médias privés, mais dont on sait que ce sont des entrepreneurs locaux sur fonds propres qui les financent. Premier point, s'assurer que nous avons la capacité de financer nos médias. Or, c'est l'un des points faibles, c'est même le premier point faible du système médiatique africain. Deuxième point important, il nous faut filtrer les médias étrangers qui sont autorisés chez nous. Parce que tout le monde le fait chez lui. Or, l'Afrique, c'est le territoire, c'est le no man's land médiatique, où toutes les chaînes, toutes les influences entrent et sortent comme dans une cour du roi Péto. Il faut une législation pour protéger le mental des Africains de la pollution médiatique des impérialistes, des néocolonialistes et de tout ce qui, derrière les ONG, derrière les associations, derrière les bonnes intentions, viennent en réalité détruire les valeurs sociétales africaines en tentant d'imposer le transhumanisme, la perversion, la déviance comme étant les nouvelles normes civilisationnelles. Il faut donc, par conséquent, encadrer les médias par la législation. Et puis, il y a un troisième niveau. Il nous faut former nos journalistes en leur donnant non pas simplement la culture technique du journaliste que vous avez, celle qu'on obtient dans les écoles de journalisme, mais une conscience panafricaine. Parce qu'on ne peut pas exercer son journalisme un peu comme on ferait des recettes de cuisine. Il faut se dire, je suis journaliste, mais je suis africain, je suis africaine. Et quel est mon devoir envers ma communauté? En tant que journaliste, en tant que professionnel de l'information, quelles sont les limites que je ne dois pas franchir pour ne pas, littéralement, tirer une balle dans le pied de ma propre communauté? Donc, il me semble qu'il faut une dimension de conscience patriotique, citoyenne, panafricaine, à l'ensemble des professionnels des médias dans la période que nous traversons. Enfin, pour que nous ayons une presse de qualité, mais il faut qu'elle soit ouverte à tout le génie de la société. La presse doit laisser respirer la diversité des pensées. Elle ne doit pas être, comment je peux dire, elle ne doit pas être monochromique, elle ne doit pas être idéologiquement, je peux dire, psychorigide. La presse doit être un espace où on discute quand même. C'est-à-dire où on peut entendre ce qu'on ne voudrait pas entendre. Pour moi, voilà 4 conditions pour avoir une bonne presse et de bons médias en Afrique. Alors, professeur Niamsi, vous êtes président de l'Institut Afrique des Libertés. Institut de l'Afrique des Libertés. Institut de l'Afrique des Libertés, voilà, qui est basé à Bamako. Quelle est sa mission principale? 4 missions. Première mission, un plaidoyer, produire les écrits, les audios, les vidéos pour un plaidoyer sur 4 points, les 4 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Obtenir le départ total de toutes les troupes colonialistes, néocolonialistes, impérialistes du sol africain. Mettre fin aux monnaies, à la domination monétaire et économique étrangère en Afrique, notamment symbolisée par la monnaie coloniale du franc CFA. Troisième objectif, soutenir toutes les synergies pour empêcher les ingérences étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Quatrième objectif, produire tout le matériau pour que les institutions africaines soient l'expression de la civilisation africaine. Alors justement, M. Niamsi, est-ce que vous pensez qu'on pourra mettre fin à l'hégémonie du franc CFA aussitôt? Parce que ça fait quand même déjà 3 ans
que les pays du Sahel se sont implantés. Il y a des personnes qui reprochent aux dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel de ne pas déjà avoir leur propre monnaie. Quel est un plan d'action qui serait viable Alors, moi, je crois qu'il y a 3 attitudes à ne pas avoir face à la question monétaire. La première attitude, c'est qu'il ne faut pas mentir et se mentir. Le franc CFA est une monnaie qui a été faite pour empêcher les pays africains de se développer. Il faut supprimer le franc CFA. Ça, c'est scientifiquement établi. Le maître ouvrage dans ce domaine nous a été légué par l'immense professeur Joseph Tchundjian-Pwemi. En 1984, il a écrit « Monnaie, servitude et liberté » avant d'être assassiné. Toute la doctrine scientifique du démantèlement du CFA s'y trouve. Tout ce que vous pouvez lire après, c'est un commentaire de Tchundjian-Pwemi. Donc, la vérité d'abord. Deuxième chose, mais il faut prendre conscience du danger qui va courir autour de la réforme du CFA. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie africaine a économisé en CFA. La bourgeoisie africaine a des réserves de CFA. Et dans certains pays, comme notre pays, le Cameroun, il y a des gens qui ont des banques chez eux, constituées de monnaie physique, de cette monnaie-là. Donc, il faut savoir qu'il y a donc des forces et des résistances conservatrices à l'intérieur des systèmes économiques, des systèmes politiques et même géopolitiques, qui, ayant misé sur le CFA, sont en train de se préparer à le saboter, à en saboter la suppression. D'autant plus que, si vous supprimez le CFA ici et que vous êtes entouré de pays de CFA, il y a toute une politique à mener par rapport à ces pays. Donc, attention, ça va être une réforme avec des conséquences sociales, des conséquences politiques, des conséquences économiques, des conséquences géopolitiques et géostratégiques. Voilà pourquoi il ne faut pas la mener avec précipitation. Et puis, troisième chose qu'il faut éviter, quand on parle du CFA, c'est d'en parler comme si les Africains découvraient la monnaie avec le CFA. L'Afrique a inventé la monnaie longtemps avant l'Occident. Nous sommes la première civilisation monétaire de l'histoire. Dans l'Égypte négro-pharaonique, il y a 3000 ou 4000 ans, on utilisait le blé comme unité monétaire et des tablettes de blé qui représentaient les quantités de blé stockées par une personne dans les silos que gardaient les prêtres gestionnaires de l'Égypte antique, étaient la monnaie. On voyageait avec ces tablettes, on pouvait acheter ce qu'on voulait avec ces tablettes, qui étaient l'équivalent d'une réserve de blé. Un peu comme aujourd'hui, les réserves d'or sont les garanties des systèmes monétaires. Donc, nous, par exemple, les Camerounais, on avait notre monnaie. À la fin du 19e siècle, nous avions une monnaie qui s'appelait le KRU, K-R-U. Et beaucoup de jeunes Camerounais, Camerounaises ne savent pas que nous avions notre monnaie. Et qu'elle était même supérieure à la monnaie allemande, à la monnaie britannique à l'origine. Donc, on veut en quelque sorte terroriser les Africains en leur faisant croire qu'aller vers leur propre monnaie, c'est faire quelque chose d'impossible et que peut-être le ciel va leur tomber sur la tête. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Alors moi, je vis maintenant en partie dans l'année au cœur du Sahel, puisque l'Institut de l'Afrique des Libertés est basé à Bamako. Je peux vous dire que la détermination des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à bâtir leur propre monnaie est inébranlable, elle est inarrêtable. Et enfin, je vous dis aussi que le franc CFA, en fait, il est déjà mort. Il est déjà mort. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays africains payent et font leurs transactions économiques aujourd'hui sans le franc CFA. Par exemple, beaucoup de pays africains payent en lingots or. Donc aujourd'hui, on est capable d'acheter ce qu'on veut dans le monde sans passer par cette maudite monnaie. Donc elle va être démantelée, je peux vous le dire avec certitude. Les 3 étoiles polaires de la révolution africaine vont se débarrasser, mais proprement, du franc CFA. Mais n'oubliez pas, il y a 3 précautions, je les ai soulignées, et il faut ici faire preuve de responsabilité en même temps que de courage. Alors, Monsieur Niamsi, en tant qu'universitaire, comment percevez-vous la jeunesse africaine d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle est à la hauteur du défi que vous décrivez souvent dans vos récits? Mais écoutez, Mariam, je reviens du Burkina Faso, où j'ai passé une dizaine de jours. J'ai été frappé en descendant à l'aéroport de Ouagadougou par le renouvellement générationnel de tout le personnel, des responsables qui assurent aujourd'hui la direction de ce pays, et de l'aéroport jusqu'au palais présidentiel. J'ai vu une génération qui, en moyenne, est de 10 ans plus jeune que moi et qui est aux affaires du Burkina Faso. Nous qui venons du Cameroun avons été élevés
comme beaucoup de gens en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, au petit lait à 60 ans, on est encore jeune. Il faut attendre. La moyenne d'âge de nos dirigeants, par exemple, en Afrique centrale, elle est autour de 75 à 80 ans. Au Burkina Faso, la moyenne d'âge des dirigeants coupe autour de entre 35 et 40 ans. Donc le Burkina est la preuve. Déjà parce qu'il a réalisé ces 3 dernières années, avec une élite renouvelée, pratiquement à tous les niveaux, que la jeunesse africaine est capable de faire face à son destin. Oui, allez au Burkina, vous allez voir que, en fait, les jeunes Camerounais peuvent gérer le Cameroun tout de suite. Il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, il y a des Sénégalais. Vous voyez, à la tête du Sénégal, ce sont des quarantenaires qui tiennent la présidence de la République et le gouvernement. Mais la plupart des révolutions africaines dont on parle, elles ont été faites par des hommes qui avaient moins de 40 ans. Les grands révolutionnaires africains sont presque tous morts avant leur quarantaine. Donc, on essaye de faire croire aux jeunes Africains qu'ils doivent en permanence attendre, alors que partout ailleurs, la loi de la vie, la loi de l'histoire, c'est la transmission d'expérience de génération en génération et la confiance aux jeunes. Donc, par contre, pour qu'un jeune Africain soit en capacité de gouverner, il lui faut constamment apprendre. Et moi, je me plains souvent parmi les jeunes Africains de la chute, par exemple, des pratiques de lecture. On lit de moins en moins, mais on lit de plus en plus de l'image et de l'artefact téléphonique, de tablettes. C'est un danger pour la culture et la connaissance classique et pour le recul dans l'appréciation des choses. La deuxième chose qui menace la jeunesse, c'est la fascination du luxe. La fascination du luxe est quelque chose qui empêche de comprendre comment on construit le développement. Et si les gens sont pressés d'avoir les derniers portables, derniers cris, d'avoir les derniers artefacts de la haute technologie, c'est intéressant s'ils sont capables de comprendre ce qu'ils sont en train d'avoir et s'ils sont capables de les fabriquer eux-mêmes. Donc il ne faut pas qu'on court à la luxure en accusant un retard technologique chez les jeunes. J'ai fait une expérience avec certains de mes élèves qui peut expliquer comment fonctionne un téléphone portable. J'avais une classe où personne n'était capable d'expliquer le principe du téléphone portable. Mais pourtant, à chaque anniversaire, on demande le meilleur téléphone portable à ses parents en guise de cadeau. Il faut que les jeunes Africains évitent de tomber dans l'ignorance technologique. Enfin, un troisième point qui me paraît important, c'est qu'ils s'intéressent à leur propre histoire, qu'ils s'intéressent à notre... Il faut que nos jeunes s'intéressent à notre civilisation. Nos jeunes doivent être les meilleurs connaisseurs de la civilisation africaine. Le Mali, par exemple, enlève la Révolution française de son programme d'histoire, mais va enseigner les révolutions maliennes, les révolutions ouest-africaines, les empires ouest-africains sur 2000 ans à ses enfants. Partout, nous devons reprendre confiance en ce que nous savions, en ce que nous savons, et tout en nous inspirant de ce que nous apportent les autres peuples, amis de la planète. Donc on va rapidement parler de la situation politique au Cameroun, où vous avez dénoncé une escroquerie politique ou une farce de la France-Afrique. Vous avez appelé le récent scrutin du 12 octobre 2025 une illusion électorale. Quels en sont, selon vous, les signes les plus flagrants d'y arriver? Mariam, pour qu'il y ait élection, il faut des listes électorales. Le Cameroun n'en a pas. Pour qu'il y ait élection, il faut une commission électorale indépendante, impartiale. Le Cameroun n'en a pas. C'est les partisans du pouvoir. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait un juge électoral, une justice impartiale. Or, le Conseil constitutionnel sont les militants du RDPC de M. Biya. Pour qu'il y ait élection, il faut que les médias publics soient accessibles à la concurrence des candidats. Ce n'est pas le cas. Ils sont confisqués par un candidat et qui choisit. Pour qu'il y ait élection, il ne faut pas qu'il y ait un candidat qui choisisse qui doit l'affronter. Or, au Cameroun, M. Biya a éliminé d'autorité tout ce qu'il ne voulait pas voir l'affronter à l'élection et il a choisi des opposants compatibles. Enfin, écoutez, pour qu'il y ait élection, il faut au moins qu'il y ait un débat idéologique sur l'avenir du pays. Rien de tout cela au Cameroun. Celui qui est présenté maintenant comme le challenger de M. Biya était son ministre il y a 4 mois. Issa Chiroma, il était ministre depuis 25 ans. Et il était le porte-parole pendant pratiquement 15 ans de M. Biya pour abrutir les Camerounais. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas eu élection le 12 octobre. Il y a eu parodie. Et j'ai créé un concept. Je crée des concepts, Mariam. La pourri-élection. Élection pourrie. Et il n'y a pas de liste électorale, il n'y a pas de commission électorale, il n'y a pas de juge électoral, il n'y a même pas de médias équitablement partagés. Le financement même de l'élection, il est flou. Ce n'est pas une élection. Qu'est-ce qui va sauver le Cameroun? C'est la révolution populaire progressiste panafricaine. Des forces vives de l'armée et de la société civile ont la responsabilité de prendre ce pays en main. C'est notre responsabilité à tous et à partir de l'idéologie panafricaine. Parce que le tribalisme
est l'ennemi de la classe politique camerounaise, l'ennemi des mobilisations. Moi, je ne crois pas qu'un homme de 80 ans passé, Tiroma, puisse faire une révolution contre un homme de 90 ans passé, Biya, dans le dos d'un peuple qui a plus de 70% en moins de 40 ans. Ce n'est pas possible. Il faut autre chose au Cameroun. Alors, comment analysez-vous le rôle de la communauté internationale dans la politique camerounaise? Écoutez, je suis convaincu qu'il y a un coup d'État néocolonialiste à la gabonaise, à la guinéenne, qui se prépare au Cameroun. Car derrière l'espèce de bravade de M. Tiroma, il y a sans doute des képis qui ne vont pas prendre le pouvoir pour M. Tiroma, mais qui vont prendre le pouvoir pour essayer d'assurer les intérêts néocolonialistes multiséculaires dans le pays. Donc ça, c'est la première menace. C'est une pseudo-révolution de palais qui nous pend au nez. Et la deuxième menace, c'est que le peuple camerounais reste littéralement en position attentiste au lieu d'agir. C'est des millions de personnes qui, comme à Madagascar, qui, comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, doivent prendre la rue au Cameroun pour dire « Nous voulons une transition vers une nouvelle république fédérale. Nous voulons que le pays soit refondé sur des bases qui nous permettent d'être tous intégrés. » Et ça, c'est la responsabilité du peuple camerounais. Moi, j'ai créé avec plusieurs de mes camarades le mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. C'est notre thèse. C'est que c'est l'idéologie panafricaine qui doit nous rassembler, au-delà de ces fameuses enclos ethniques dans lesquelles on nous a enfermés dans ce pays. Et nous devons aller vers une mobilisation populaire pacifique, mais suffisamment large pour contraindre les forces de défense et de sécurité à accepter un programme de transition. Ce n'est pas Tiroma qui va changer le Cameroun, c'est le peuple camerounais qui va changer le Cameroun. Alors parlons à présent d'une autre colonie française, d'une ancienne colonie française qui est donc Madagascar, l'île de Madagascar. Il y a eu récemment un nouveau coup d'État là-bas. Quelle est votre lecture de ce récent coup d'État? D'abord, il y a un indice troublant. C'est l'avion français, l'avion de l'armée française dans lequel s'est enfui le président sortant, Rajoelina, qui était, on le sait, une marionnette de la France-Afrique. On dit qu'il avait une double nationalité. Oui, nous sommes nombreux à avoir des doubles nationalités. Moi qui vous parle, j'en ai une. Il y a des millions d'Africains qui en ont une. Ce n'est pas ça le problème. Et je pense d'ailleurs de toutes les façons que quand on veut candidater aux fonctions de président d'un pays, il faut renoncer à toute autre nationalité que celle de ce pays-là. Mais ce n'est pas pour ça que Rajoelina pose un problème. C'est qu'il gouvernait Madagascar, non pas dans l'intérêt du peuple malgache, mais dans l'intérêt des multinationales françaises. C'est ça le problème. Mais j'observe aussi qu'il y a eu un gros cafouillage. Après la fuite de Rajoelina, il y a eu un gros cafouillage. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'empêcher l'émergence de l'intérieur de l'armée ou de la classe politique de véritables patriotes panafricanistes révolutionnaires malgaches. On veut absolument imposer un France-africain, c'est-à-dire une révolution de palais à la Oligui Nguema à Libreville ou à la Mamadi Doumbouya à Conakry. Donc pour ma part, je suis sur l'observation. Je suis très prudent. J'attends de voir les actes qui seront posés par l'élite qui émerge actuellement dans le pays. Si ces actes relèvent du panafricanisme révolutionnaire, mais je soutiendrai la révolution malgache. Mais si ces actes-là, ce sont des mimiques à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya, il s'ensuit que c'est une révolution de palais et que le peuple malgache doit continuer la lutte. Alors, professeur Niamsi, avant de sortir de cet entretien, je suis tout récemment tombée sur l'une de vos vidéos où vous expliquiez le concept de l'albinos noir, un concept, je pense que Ibrahim Traoré, le président burkinabé, il est tout récemment revenu dessus également. Je ne comprends pas, tout comme... L'albinos noir. L'albinos noir. Ça vous fascine aussi, Mariam? Franchement, ça me fascine, j'aimerais vraiment comprendre. Bon, écoutez, l'albinos noir, pour moi, c'est une métaphore. Okay. C'est une image que le président Ibrahim Traoré a voulu utiliser pour passer un message à son peuple à propos de grands événements à venir. J'ai fait 3 hypothèses. Et j'estime que c'est les 2 dernières qui sont probablement vraies. Première hypothèse, l'albinos noir est un individu. Bon, un tel individu n'existe pas. Parce que l'albinisme, c'est la perte de la mélanine dans la peau. Tous les albinos de toutes les races, pour ainsi dire, ont le même problème, c'est qu'ils n'ont pas de mélanine dans leur peau. Il y a des albinos donc africains, européens, asiatiques, il y a des albinos dans tous les groupes humains. Donc si on cherche un albinos noir, bon, ça va être difficile, peut-être ce sera une personne de peau noire avec des cheveux bruns, etc. Mais ce n'est pas ça. L'albinos noir, ce n'est pas un individu, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas biologique. Donc, deuxième hypothèse, l'albinos noir, c'est peut-être une avancée dans le terrain de la lutte antiterroriste, une avancée spectaculaire, sous la forme d'une arme, sous la forme d'une stratégie ou sous la forme d'une offensive, qui peut s'appeler comme ça. Enfin, troisième hypothèse, l'albinos noir, c'est peut-être
la future monnaie sahélienne, celle qui va symboliquement mettre fin pour toujours à la suprématie du franc CFA pour 15 pays africains. Donc pour moi, c'est les 3 hypothèses, mais c'est les 2 dernières qui me paraissent vraies. Alors, professeur Niamsi, pour sortir de cet entretien, quels conseils vous donnerez aux jeunes Africains qui voudraient vraiment entrer ou ancrer cette lutte-là pour l'Afrique souveraine de demain? Apprendre, comprendre, aimer et agir. Si vous pouvez en faire votre devise, vous serez une jeunesse africaine extraordinaire. Et c'est vrai de n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse qui apprend toujours, une jeunesse qui s'efforce de bien comprendre, une jeunesse qui aime, qui a de la passion pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai, pour ce qui est beau. Une jeunesse qui agit est une jeunesse qui n'a pas vécu inutile. Apprendre, comprendre, aimer et agir. Merci infiniment, professeur Niamsi, de nous avoir accordé cette interview. Merci, Marie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on était avec le professeur Franklin Niamsi, écrivain, philosophe, bref, tout ce que vous avez entendu au préalable. Restez scotchés, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. Merci.